prenant bien sûr en compte un nombre de réalités constitutionnelles ou institutionnelles, mais ce qui compte, c'est le but, c'est de réussir à faire en sorte que l'on puisse poursuivre l'action sur le sujet. Mobilisation aussi autour de projets qui correspondent aux priorités africaines afin de soutenir le développement, l'innovation, de soutenir la prospérité dans le domaine climatique, dans le domaine numérique, dans le domaine des infrastructures. Et puis, un dernier élément qui nous tient à cœur, et nous avons ressenti à quel point il y avait là une volonté partagée. Nous avons la conviction que dans le passé, il est arrivé que les intentions soient fortes, que les intentions soient généreuses, parfois même extrêmement ambitieuses, mais que les résultats n'étaient pas toujours à la hauteur de nos ambitions. D'où l'importance en termes de gouvernance commune et conjointe de mettre en place un mécanisme de suivi, un mécanisme de monitoring, afin de veiller au départ bien sûr de nos deux commissions, mais également au départ du leadership politique, Union africaine et Union européenne, avec la mobilisation des acteurs du secteur privé, des acteurs de la société civile, notamment la Fondation Afrique-Europe, qu'il y a à rythme régulier la capacité de faire le point, de voir quels sont les projets qui avancent bien, quels sont les projets qui se concrétisent conformément au planning qui avait été identifié, quels sont ceux pour lesquels peut-être de nouvelles impulsions, des adaptations, des améliorations sont nécessaires. J'ai envie de dire que ces quelques heures depuis hier et aujourd'hui à Bruxelles soufflètent un esprit nouveau, un esprit tourné vers l'avenir, un esprit ambitieux qui doit être la fondation de cette relation, de ce partenariat privilégié entre l'Europe et l'Afrique. Merci en tout cas à chacune et à chacun de ceux qui se sont mobilisés pour faire de ce moment un succès politique qui doit être une fondation afin de réussir à ce que les objectifs se traduisent en actes concrets et tangibles au service de nos populations respectives. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je donne la parole à Monsieur Macky Sall, le Président du Sénégal. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Au terme de ce sommet Union européenne-Union africaine, je souhaite d'abord réitérer nos remerciements à nos partenaires européens pour leur accueil et la bonne organisation de nos travaux. Ce sommet a été innovant, tel que l'a dit Charles Michel, innovant par son processus préparatoire, consultatif, depuis plusieurs mois, avec le président Macron, avec la Commission, les deux commissions de l'Union européenne et de l'Union africaine. Et cela nous a permis, en amont, d'identifier nos priorités communes et de parvenir à des engagements concertés. Nous avons maintenant une occasion historique de poser par les actes les fondements du nouveau partenariat repensé et rénové que nous voulons bâtir ensemble. Deux impératifs me paraissent nécessaires pour y parvenir. Premièrement, il s'agira de mobiliser les moyens à l'appui de nos engagements, notamment sur la question de la réallocation des droits de tirage spéciaux. Vraiment, un travail remarquable a été fait et hier encore, jusqu'à ce matin, avec le président Macron, nous avons évolué, travaillé avec le Fonds et tous les partenaires de façon à donner une réalité concrète à cet engagement. La production de vaccins en Afrique. Ce matin, déjà dans cette salle, nous avons assisté à une cérémonie exceptionnelle où la partie européenne essaye de faire un transfert de technologie pour la technologie de l'ARN messager. Et 5 ou 6 pays africains, précisément, ont été choisis comme des hubs. D'abord l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Égypte, la Tunisie, le Sénégal et le Nigeria, qui vont, dans un premier temps, bénéficier de cette technologie, des formations nécessaires, mais aussi de toute la régulation qui doit accompagner un tel processus. Et le seul sujet qui restait, c'est le sujet lié aux droits de propriété intellectuelle. Là aussi, vraiment, les conclusions auxquelles nous sommes parvenus sont encourageantes et doivent nous permettre, d'ici le printemps, en tout cas dans les mois à venir, d'arriver à un compromis dynamique qui permette de faire avancer le sujet à ce niveau. Nous avons surtout salué l'initiative européenne pour le financement des infrastructures, Global Gateway. Ça a été, je pense, pour l'Afrique, une enveloppe de 150 milliards, si elle est effectivement mobilisée,
avec les facilités, je pense que cela va constituer une avancée considérable et un pont entre nos deux continents. Il faut créer également une nouvelle atmosphère de travail, une atmosphère mieux adaptée à la volonté politique que nous voulons imprimer à ce partenariat. Il faut insuffler un nouvel état d'esprit aux relations euro-africaines. C'est ce que j'ai appelé hier un nouveau logiciel relationnel, fondé sur une véritable vision de partenariat et non simplement une relation d'aide pour une croissance et une prospérité partagée. L'Europe et l'Afrique ont chacune des ressources indispensables à l'autre. Il est de notre intérêt commun d'associer nos moyens et d'en tirer les avantages sur une base mutuellement bénéfique, encore une fois. Ainsi, notre partenariat sera un véritable rendez-vous du donner et du recevoir. Encore une fois, il me semble important que les jeunes et les femmes restent au cœur de notre agenda. Je voudrais pour conclure appeler à la mobilisation générale également en soutien à la campagne Rays of Hope, les rayons de l'espoir, une initiative de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour la lutte contre le cancer, dont notamment les cancers féminins, parce que vous savez, dans la moitié des pays africains, il n'y a pas de radiothérapie et ce projet justement vise à doter tous ces pays de radiothérapie pour lutter efficacement contre le cancer. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Charles. Merci, Monsieur le Président. Je passe la parole au Président de la République. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, le Président, Michel, le Président, ça à l'instant viennent, je crois, d'expliquer et de dire parfaitement l'état d'esprit, la méthode et dans la durée le changement profond d'approche que nous souhaitons dans la relation entre l'Union africaine, l'Union européenne et nos deux continents. Cet esprit de co-construction, des conclusions très politiques, des projets et une liste de projets très précise et un suivi dans la durée de manière partenariale. Je voudrais juste revenir sur très rapidement quelques thématiques. La première, c'est évidemment le défi sanitaire. Je voulais remercier le président Macky Sall d'avoir à l'instant insisté sur justement l'agenda de la santé au-delà de l'épidémie de Covid-19. Et je crois que notre responsabilité, c'est dans ce partenariat de savoir d'ailleurs préparer d'ores et déjà l'avenir, de travailler sur les autres pandémies, les autres virus, mais également sur les sujets de santé publique. Le cancer, vous l'avez évoqué, et c'est un point sur lequel notre aide va continuer à se concentrer. Nous avons pris l'engagement de livrer 450 millions de doses aux pays africains, qui s'ajouteront aux livraisons COVAX d'ici à l'été 2022. Nous avons aussi pris une initiative conjointe avec l'UNICEF, ce qui est un élément très structurant pour permettre cette vaccination. Et je crois que ce sommet a permis d'avancer sur plusieurs autres points. Le premier, de concrétiser ce qu'on avait lancé au printemps dernier pour créer des hubs régionaux de vaccins ARN messagers sur le continent africain. Ces 6 hubs que vient d'évoquer le président, donc je n'y reviendrai pas. Ensuite, on a mis en place une initiative avec en particulier la BEI et l'Allemagne pour définir un paquet d'investissements qui pourra atteindre 550 millions d'euros destinés à la banque Afreximbank, qui permettra justement au cadre d'achat de vaccins africains d'intervenir en pleine souveraineté. Donc, vous voyez, on met des briques maintenant de financement de souveraineté vaccinale et sanitaire. Et nous avons avancé avec la perspective au printemps d'une finalisation entre les deux commissions pour trouver un cadre sur la propriété intellectuelle et une copie commune devant à la fois l'Organisation mondiale de la santé et du commerce. Donc je pense qu'on a beaucoup progressé ces derniers mois sur le sujet sanitaire et nos engagements conjoints. Deuxième point en termes de croissance, les deux présidents y sont revenus. Nous avons aujourd'hui à faire face à un défi immense en Afrique qui est la sortie de l'épidémie de Covid, alors même qu'il y a une jeunesse qui est une chance, mais qui arrive sur le marché qu'il faut former et qui arrive sur le marché du travail, et alors même qu'il y a le défi de la transition environnementale. En termes de financement des économies africaines, nous avons vraiment conduit un travail qui est encore à finaliser, mais d'abord pour confirmer l'engagement de réallouer les droits de tirage spéciaux à hauteur de 20% pour puissances qui sont les nôtres, et donc permettre d'arriver à cet objectif de 100 milliards vers justement les pays les plus pauvres et 100 milliards vers le continent africain. Bon.
Dans ce contexte-là, plusieurs utiliseront des techniques différentes, certains vont réallouer leurs droits de tirage spéciaux, d'autres auront des mécanismes de prêt, mais nous arriverons à cet objectif. Nous avons ensuite travaillé sur comment justement consolider, à la fois donner du support budgétaire aux économies africaines, mais permettre en lien avec les banques régionales de créer des mécanismes de financement adaptés à chaque secteur. En termes d'infrastructures durables, l'Union européenne est très engagée, les montants ont été rappelés par le président, je pense que la présidente y reviendra, mais très clairement l'Union européenne a vocation à devenir et veut être le partenaire de référence de l'Afrique pour le financement de ces infrastructures, pour le faire de manière exemplaire en termes justement de transition climatique, en termes industriels, en termes de qualité des financements et de la soutenabilité de ces financements. Et plusieurs de ces grands projets ont été identifiés et on a une première liste de corridors stratégiques identifiés en lien avec l'Union africaine, avec une liste de projets qui viennent compléter nos déclarations d'aujourd'hui. Nous avons également amorcé une démarche pour que l'Union européenne soit en mesure d'accompagner le financement de la transition énergétique des pays africains. Et au fond, sur le modèle de ce que nous avons parachevé il y a quelques mois avec l'Afrique du Sud, eh bien, avec le Sénégal, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, de pouvoir construire d'ici à la COP27 plusieurs autres exemples de financement agrégé, de stratégies justement portées. Et puis dans ce choc d'investissement des économies africaines, il y a trois autres remarques rapides que je voulais faire. La première, on doit accompagner l'Afrique sur son modèle agricole. Et je veux ici rappeler l'importance pour nous de la Grande Muraille Verte, qui est une initiative panafricaine qu'on a réactivée en janvier 2021, sur laquelle on a mobilisé plus de 13 milliards de dollars de financements internationaux. L'Europe y est très engagée. Et c'est pour moi au cœur de justement ces synergies de souveraineté partagée entre l'Europe et l'Afrique. L'Europe elle-même, il y a un an, a créé une stratégie de souveraineté protéinique. Par la Grande Muraille Verte, l'Afrique crée sa stratégie de souveraineté protéinique. Nous avons énormément de choses à faire en la matière. Deuxième point, soutien à toutes les initiatives d'entrepreneuriat africain. On l'a fait ensemble il y a 2 jours. Et puis troisième point, en termes d'infrastructure et de développement économique, je veux insister sur l'importance de la constellation européenne qui a été annoncée par la Commission européenne il y a 3 jours, que je soutenais à Toulouse en milieu de semaine, mais qui est une constellation euro-africaine. Car d'abord, l'Europe, pour la première fois, va se doter d'une constellation, nous n'en avions pas jusqu'alors, mais surtout, c'est une constellation nord-sud qui va permettre de couvrir à orbite basse, pas simplement l'Europe pour les Européens, mais tout le continent africain, ce qui en termes de connexion et de développement économique est clé. Troisième point, sur les sujets d'éducation, de mobilité, de migration, pour aller très vite, je veux ici saluer la proposition faite par le Bénin, le Niger, le Rwanda, justement sous leur impulsion, d'identifier des centres de formation africains. Je crois que nous avons acté de financer justement des centres de formation pour permettre de former aux métiers qui correspondent à ces développements économiques que j'évoquais. Et puis nous avons abordé la question de l'immigration illégale dans ces 2 volets, l'amélioration de notre coopération pour lutter contre les trafiquants et les routes d'arrivée de l'immigration illégale, et améliorer les règles de retour justement vers le pays d'origine pour toutes celles et ceux qui sont déboutés sur le sol européen. Enfin, le dernier enjeu sur lequel je souhaitais insister, c'est celui de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme sur le continent africain, qui n'est pas seulement un enjeu au Sahel que nous avons évoqué hier, mais également dans la Corne de l'Afrique, en Afrique centrale, je dirais qui touche aujourd'hui tout le continent. Et on voit le défi qui est le nôtre. Le président Faky y revenait d'ailleurs hier soir. Je vais ici juste dire que nous avons d'abord consolidé une approche partenariale, où sur la base des demandes et des besoins exprimés par les pays africains, l'Europe a montré sa disponibilité, sa volonté de financer des opérations, de la formation, du financement d'équipements et de l'accompagnement. Sur le mode remarquable de ce qui a été mené par exemple par le Rwanda et continue de l'être en Mozambique. Opération que nous souhaitons accompagner, nous irons jusqu'au bout, mais qui correspond justement à la capacité qu'ont les Africains de mobiliser leurs propres moyens dans un cadre politique africain régional, celui de la SADC, et où l'Europe doit être un partenaire d'accompagnement. Deuxième point, nous avons avancé avant ce sommet et pendant, et nous sommes en train de parachever des réalisations très concrètes en matière de sécurité maritime, qui est un autre levier de notre coopération de manière exemplaire. Puis dernier point, nous soutenons la demande des États africains auprès des Nations Unies d'avoir justement des nouveaux mécanismes
qui puissent être financés par les Nations Unies et qui permettent aux armées africaines d'assurer des opérations de stabilisation, de lutte contre le terrorisme ou de maintien de la paix. Voilà les quelques points sur lesquels je voulais revenir en insistant plus spécifiquement. Mais je veux ici vraiment remercier l'ensemble des délégations et remercier en particulier la présidente et les présidents qui m'entourent pour la préparation et le suivi de ce sommet. Nous avons, on le sait, un immense défi. Je sais que nous y arriverons car nous avons été pleinement mobilisés. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Madam President, you have the floor. Thank you so much. We had a summit indeed that was, I would say, packed and productive. It was a very good summit. And we could see that as Africa sets sail on the future, the European Union wants to be Africa's partner of choice. This is basically the summary of this summit. And for this, indeed, we need a stronger partnership between us. So what does it mean concretely? It means remaining an economic partner you can trust. And the European Union is the first trading partner and the first investor in Africa. And therefore, it is no coincidence that the first regional plan under our big investment strategy, Global Gateway, is the Africa-Europe plan with more than 150 billion euros of investment. And indeed, we have together developed very clear objectives. We want to invest in. There is the big topic of the green transition, of course, the renewables. I had several talks with partners who immediately want to engage on the main topic of green hydrogen. There is transport networks. The connectivity within the continent is crucial for the free trade area to function. Digital connections, the satellite idea has been mentioned, but also sustainable agriculture, healthcare, and most importantly, education. Now, what is important is these priorities, we defined them together, and now we want to work together on them. We want to deliver. And the first series of major projects have already been presented today. The second point that is important for me is to emphasize that a stronger partnership means stepping up our joint fight against climate change. We want to see green partnerships like the ones we have with South Africa or Morocco flourish across the continent. Because climate action is the challenge of our generation, has been a big topic on this summit. And yet, there lie also great opportunities for the next generation if we act now. Africa is rich in renewable power. If you look at hydropower, solar power, wind power. And Africa is rich in nature, with a quarter of the world's biodiversity, 1/4. So to end climate change, the world needs Africa. Yet the transition to clean energy will be a process for economies that rely heavily on coal, be it in Africa or be it in Europe. But we are both determined. And I'm very much looking forward to Egypt hosting COP27 this year. And finally, from the health of our planet to the health of our people, Europe is Africa's #1 partner in the fight against COVID-19, and we will do even more. We are on the right track to reach our goal to share at least 450 million vaccine doses by this summer. And indeed, together we are building up mRNA manufacturing capacity across Africa. I will not go in detail because we have discussed that in the press conference this morning. But important is we had a very good, intense, constructive discussion on the question of TRIPS waiver and compulsory licensing. We share the same goal. We have different ways to reach that goal. There must be a bridge between those two ways. And therefore, we have decided that the two commissions, the African Commission and the European Commission, will work together. We will meet college-to-college meeting here in Brussels in spring. And at that time, the latest, we have to deliver a solution.
This will be accompanied by WTO, Ngozi, and therefore I like it always when a task is clear and defined. The task is set for the two commissions, the frame is clear, the goal is clear, we have to deliver. So Europe wants to remain Africa's first partner, a loyal partner, and we are moving right now from words to action. Thank you. Thank you, Madam President. And may I invite President Moussa Faki to take the floor. Merci. Il n'est toujours pas aisé de parler le dernier. Donc, au risque de répéter les autres, je dirais tout simplement que, aussi bien sur la forme que sur le fond, nous avions innové. La préparation a été participative, concertée et coordonnée. Et le déroulé également sur le plan méthodologique, contrairement à nos pratiques, où 55 États africains plus 27 Européens se mettant dans la même salle et débutant des discours, nous avions jugé utile d'éclater en 7 panels où Européens et Africains ont discuté profondément avec beaucoup de franchise, sans tabou. Je peux résumer les préoccupations en 2 catégories. Ce que j'appelle financement de la paix. Le financement de la paix ne veut pas dire seulement donner des armes ou envoyer des troupes en Afrique. C'est essentiellement consolider la gouvernance, la justice, l'administration. Financer le développement dans toutes ses dimensions, l'éducation, la santé, les infrastructures. Nous avons lancé depuis un peu plus de 2 ans la zone de libre-échange continentale, qui est l'un des plus grands marchés. L'Afrique fait quand même 30 millions de kilomètres carrés, 1,3 milliard d'habitants. Mais connecter les pays, connecter les différentes régions est un réel problème. Donc il y a un enclavement à l'intérieur du continent. Et pour pouvoir commercer, aller et venir, il faut nécessairement des infrastructures. L'une des priorités du continent, ce sont les infrastructures. L'une des priorités du continent, c'est l'énergie. Ça, ce sont des questions clés. L'Afrique, c'est quand même une population jeune à plus de 60%, qui a besoin de formation, notamment formation professionnelle. Cette jeunesse, aujourd'hui, même celle qui a des diplômes, n'a pas d'emploi. Et donc, elle est la proie facile. En même temps, vous savez que, malheureusement, le continent est devenu un lieu de prédilection aujourd'hui du terrorisme et de l'intégrisme violent. Partez de la Libye jusqu'au Mozambique, passant par le Sahel, le bassin du lac Tchad, la Corne de l'Afrique, les grands lacs. Tout ça, ces zones-là sont totalement infectées. Si au départ, les combattants, les idéologues étaient venus d'ailleurs, même les financiers étaient venus d'ailleurs, maintenant ils recrutent sur place. Ils recrutent sur place. Et donc, le phénomène est extrêmement grave. C'est pour cela qu'en discutant avec nos amis européens, je pense qu'il y a une nécessité d'évaluer tout ce qui se passe en Afrique. L'Union européenne a financé pour 2,5 milliards d'euros des opérations de paix dans le continent africain. Ça, c'est quand même quelque chose de remarquable. Les Nations Unies, avec le maintien de la paix depuis plus de 60 ans, je ne cite pas les pays, mais des missions qui ont continué pendant 60 ans. Il nous faut évaluer également le peacekeeping, le maintien de la paix dans ce continent africain. Donc il y a une nécessité vraiment absolue aujourd'hui de regarder les choses en face et d'agir conséquemment. Nous avions abordé ces questions. Les États africains sont prêts à mobiliser des hommes. Ils l'ont fait. Le Rwanda l'a fait. Le Tchad l'a fait au Mali. La force mixte multinationale, ce sont les États du bassin du lac Tchad. Le G5 Sahel, ce sont les 5 États du Sahel. La MISOM, même la SADC a mobilisé des gens pour le Mozambique. Il est possible de mobiliser des hommes. Nous avons également dans notre architecture à l'Union africaine des forces en attente, des brigades par région. Je crois qu'il faut qu'on inverse la démarche. Et je crois que nous sommes en train de réfléchir ensemble et nous avons, je crois, un terrain sur lequel il faut procéder autrement. Nos amis, nos partenaires peuvent nous aider à renforcer les capacités des forces africaines. Il n'est pas question, à mon avis, que des militaires français ou allemands ou danois aillent mourir en Afrique. On a besoin de technologie, on a besoin d'expertise, on a besoin de moyens financiers, on a besoin d'équipements pour pouvoir faire face à cette terrible menace à la paix et à la stabilité. Voilà les questions sur lesquelles
Je crois que même si nous avons quelques divergences sur les questions des brevets, je crois que nous avons convenu, les deux commissions, à y travailler. La pandémie de la Covid-19 a fait monter en surface la fragilité des systèmes de santé publique dans le continent africain. Avec 1,3 milliard d'habitants, on ne peut pas attendre d'importer des vaccins. Je crois que ça, c'est quelque chose qui... Nous avons mis en place une agence africaine de médicaments qui vient de naître. Nous avons Africa CDC qui travaille sur les questions de pandémie. Donc nous avons des instruments et je crois qu'avec le soutien de nos amis, progressivement, il faut que ces questions-là soient gérées sur le plan local. En résumé, je dirais que c'est l'un des sommets. Moi, j'ai pris part, de par mes fonctions anciennes et maintenant, à 4 sommets. Les 4 derniers sommets, Union africaine, Union européenne, je pense que c'est le seul pendant lequel nous avons discuté autrement et nous avons discuté franchement. Un grand merci, Monsieur le Président. On va passer aux questions. Je commence avec AFP, Laurence Benamou. Laurence, il faut s'approcher. Ouais. Madame la Présidente, bonjour Messieurs les Présidents. Ma question portera sur la situation en Ukraine parce que l'actualité l'impose. La situation semble très confuse, voire inquiétante à la frontière russe. Quelles sont les données de terrain dont vous disposez ? Avez-vous confirmation de bombardement et envisagez-vous, en ce cas, d'activer des sanctions dans les prochains jours ? Et Monsieur le Président, vous qui avez rencontré Vladimir Poutine récemment, est-ce que vous lui faites toujours confiance quand il parle d'un retrait de ses troupes ou partagez-vous l'analyse américaine sur, au contraire, un accroissement de la présence des soldats russes et d'une invasion ou d'une attaque imminente. D'autant plus qu'à l'instant, le président Poutine a parlé d'une aggravation et les États-Unis ont également dénoncé une situation inquiétante. Merci. Et j'ajoute une autre information qui vient de tomber. Excusez-moi, vous parliez du terrorisme. Le Mali vient de demander à la France de retirer ses troupes sans délai, donc apparemment d'accélérer son calendrier. Désolé pour la double question, merci. Monsieur le Président. Je vais répondre. Écoutez, la situation dans la zone russo-ukrainienne reste extrêmement préoccupante pour nous tous. Nous avons tenu à l'initiative du président Michel hier un conseil en la matière dans lequel nous avons collectivement réaffirmé notre unité, notre détermination à ce que nos principes, nos valeurs et l'intégrité territoriale de chacun soient respectés et une volonté de continuer le dialogue pour avancer. En effet, la situation dans le Donbass est très préoccupante ces dernières heures. Il y a déjà eu apparemment plusieurs victimes et je veux avant tout avoir une pensée pour les personnes et les familles qui ont été touchées. Et de manière très claire, il y a des actes qui se sont multipliés. Ces actes, à nos yeux, doivent cesser. Ils contreviennent aux accords qui ont été pris, au cessez-le-feu respecté jusqu'alors et pour lequel l'ensemble des parties prenantes avaient réitéré encore récemment leur adhésion. Il appartient à l'ensemble de nos équipes, à l'OSCE, de faire toute la clarté sur les événements des dernières heures et des derniers jours. Par rapport à la deuxième question que vous avez posée, nous n'avons pas la preuve des désengagements militaires russes à ce stade. J'entends les déclarations du président Poutine, je salue les déclarations du président Poutine, mais je considère que si on veut être un partenaire fiable, il est toujours bon que les actes soient conformes aux déclarations. Et donc nous voulons pouvoir avoir les éléments concrets qui les suivent. Dans ce contexte où la pression militaire russe ne faiblit pas, où les déstabilisations se multiplient, où les bombardements dans la zone de contact ont repris, premièrement, nous appelons à la cessation de ces actes militaires et à la désescalade rapide. Deuxièmement, à la reprise de négociations constructives, car nous continuons de dire que c'est par le dialogue que cette situation peut trouver son évolution. Les prochaines heures donneront lieu à une coordination étroite entre alliés européens et américains d'ici à la fin de la journée. Et évidemment, en suivant l'évolution des circonstances, nous apporterons à chaque fois la réponse qui convient. Pour ma part, je considère qu'il nous faut tous garder beaucoup de calme. Nous avons été clairs sur notre unité, sur ce que nous voulons.
J'ai entendu les mots du président russe, il faut maintenant que les actes suivent, et il nous faut travailler avec beaucoup de précision et d'engagement à une stabilisation puis une désescalade en lien avec la Russie. C'est indispensable. Vous avez fait référence ensuite à la déclaration lue par les autorités maliennes. La France a annoncé hier, en lien avec ses partenaires européens engagés, la réarticulation de notre dispositif, qui s'est fait après de longues semaines de travail conjoint et de consultation avec les voisins africains et nos partenaires africains. Cette décision, qui est le fruit d'une évolution de la situation politique et des choix souverains de la junte en responsabilité au Mali, s'appliquera donc. Elle s'appliquera simplement en bon ordre pour que nous continuions d'assurer pendant cette période la sécurité de la MINUSMA et la sécurité de toutes nos forces armées déployées aujourd'hui au Mali. Sécurité avec laquelle je ne transigerai pas une seule seconde. Je pense que tout ça doit se faire dans le respect, car depuis maintenant 9 ans, la France aide le Mali, équipe, forme, accompagne les armées maliennes, comme les armées de la région, que notre dispositif se réarticulera à quelques kilomètres de la frontière au Niger et que dans l'avenir nous aurons toujours vocation à trouver les coopérations pour lutter contre le terrorisme. Et je souhaiterais que nul n'oublie dans la région que la priorité doit rester la lutte contre le terrorisme. Merci, Monsieur le Président. I have a question for Vincent Giotta, who is connected virtually. Vincent, vous avez la parole. Thank you very much for giving me this opportunity. My question relates to the announcement this morning about the technology transfer hub that will transfer technology to 5 African countries. So the question that I have is the government, the EU Commission noted that they would support this with 40 million euros. And the French government also said that they would have 20 million euros with this. I wanted to find out some details concerning this financing. So how much of it is grants, how much of it is being given from private companies, and over what period of time this financing will be given? Thank you. Madam President. Yes, thank you. It is 40 million, as I said this morning, Commission, France, Germany, and Belgium. It is all grants, and it is immediately accessible. That was a clear answer. Vince Chadwick, you're next. DevEx, please. Yes, thank you. Vince Chadwick from DevEx. Okay. My question is to Emmanuel Macron. It was excellent to hear you say earlier that if we keep saying things are going well, no one will believe us and we'll look ridiculous. I was thinking about Abidjan a few years ago, 2017, a declaration that spoke of a paradigm shift, a new investment plan with a nice name, the External Investment Plan, small amount of European budget guarantees, 4 billion, and the promise to mobilise 44 billion by 2020. That didn't happen, and no one can say how much was mobilised. And I'd be interested to know what's new about this mechanism, because the declaration talks about existing mechanisms. So something on that. Now it's the Global Gateway. It's 150 billion, and in 2 days in this building, no one can tell me how that 150 billion comes together. No one. And it's actually the European Commission's policy not to say, because it's a mix of grants, loans, guarantees, private sector mobilisation, and this is supposed to be a transparent offer. But it's not transparent. And so Europe again risks to look a bit ridiculous. And us as journalists, we can't in good faith put a story in our headline that says 150 billion. Vince, when, I think you made your point. No, so I'll come to my question. What is your question? Come to my question, because I know I asked Emmanuel Macron about this in December. Please. 2 years ago, Madame von der Leyen's Commission proposed an extra 10 billion euros in budget guarantees as part of the Next Generation EU package for Africa. And European leaders cut that
during the negotiations in July in the Council. And now we're here talking about a new package for Africa. But when you had the chance to put new money on the table, 10 billion euros, which is a lot in Brussels terms, it was cut in the middle of the night with no explanation. So how can we now take you at your word when you say there's a new élan for Africa, there's a new spirit, the 150 is not explained and the 10 billion is gone? Thank you. Merci beaucoup. Sur le deuxième point, je pourrais vous répondre d'autant plus facilement que la France a plaidé pour le maintenir. Simplement, quand on a une discussion budgétaire dans le contexte qu'on connaît et qu'il nous fallait finir le plan, en effet, de relance européen, on fait des compromis. Et donc oui, il y a beaucoup de lignes qui ont été coupées en parallèle et qui ont conduit à des réductions budgétaires. Maintenant, le paquet complet d'investissement de l'Europe, lui, a largement augmenté. Donc je comprends que vous regardiez une ligne. Ce que je vous invite à regarder, c'est combien aussi, à travers le plan de relance européen, nous avons contribué au développement africain. Je vais y revenir. Mais vous avez totalement raison sur ce compromis budgétaire qui a été fait. Il a été trouvé. Ça n'était pas notre position. On l'a accepté pour faire passer l'ensemble. Deuxième remarque par rapport à votre deuxième question. L'Europe, sachez le reconnaître, en juillet 2020, a quasiment doublé sa capacité budgétaire commune. Donc on peut regarder une ligne budgétaire. Moi, je préfère regarder l'ensemble. On a doublé notre capacité budgétaire à travers notre discussion. Parce qu'on a décidé, c'est une réalité. Si, parce qu'à travers ces capacités, qu'est-ce qu'on a aussi fait? L'Europe a créé des capacités de production de vaccins. Je vais vous dire très clairement, dans ces cas-là, je suis tout à fait prêt à ce qu'on ait une forme de grille de lecture africaine du budget européen. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais vous regardez une dépense fléchée. Moi, je vous dis, vous avez tout à fait raison, il y a eu un compromis. Le résultat de ça, c'est que ce n'est pas une ligne de 10 milliards. On a au fond étendu de plusieurs dizaines de milliards le budget européen. Il a doublé. Dans le cadre de ce plan de relance, qu'est-ce qu'on a fait? Des actions communes. Par exemple, sur la production de vaccins. Grâce à ce plan de relance, l'Europe est devenue le premier continent, la première espace au monde en termes de production de vaccins. Elle a pu être, et c'est matter of fact aussi, le seul espace qui n'a jamais mis d'interdiction à l'export. Et l'espace aujourd'hui qui a d'ores et déjà donné et exporté le plus de vaccins. Quel est le continent qui est le premier bénéficiaire? L'Afrique. N'y aurait-il pas l'Europe? Je vous invite à regarder quelle est la réalité des transferts chinois et américains. Et donc, reconstituons dans ces cas-là, en toute honnêteté, ce qui, dans le budget européen de juillet 2020, est allé à l'Afrique, en don de doses, en capacité à produire. Donc voilà, il faut qu'on soit simplement honnête avec nous-mêmes. Vous avez raison qu'il y a toujours des choses qui sont très techniques et compliquées, mais dans ces cas-là, peut-être que c'est bon pour le débat collectif, ayons une lecture du retour vers nos politiques africaines, de ce qu'on peut faire à travers nos choix. Je suis sûr d'une chose, à la fin des fins, on a fait beaucoup plus que ce qu'on aurait fait s'il n'y avait pas eu la discussion de juillet 2020, et pour l'Europe et pour l'Afrique. Ensuite, il y a une vraie différence pour moi avec Abidjan. Vous avez tout à fait raison que l'agenda d'Abidjan, il a été percuté par la crise Covid. Et donc, c'est tout à fait vrai que 22 ans plus tard, on s'est retrouvé pris dans le cadre de nos exécutions. La Commission a changé, même s'il y a une continuité sur ces grands projets qui enjambent les échéances démocratiques, et on a été pris par la Covid. Donc nous n'avons pas délivré cet agenda. Maintenant, deuxième proposition de transparence, moi je souhaite qu'on puisse regarder ensemble qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Je suis pour la transparence, c'est comme ça qu'on pivote. Ce qui est sûr, c'est que pour avoir été présent à Abidjan, même si j'étais un nouvel entrant, moi la méthode ne m'avait pas satisfait. Parce que comme l'a dit Moussa Faki très justement, tout le monde lisait son speech, il n'y avait pas de partage d'agenda. Là, je crois qu'on a eu une méthode dans la préparation et dans ce qu'on a fait, où on voit très bien la liste des choses à faire. Et l'engagement qu'on a pris, ça c'est un vrai changement, c'est qu'il y ait tous les 6 mois un rapport qui soit fait. Donc pour moi, regardez ce texte aujourd'hui, regardez le texte d'Abidjan, ils sont quand même très différents. Regardez la liste des infrastructures financées. Nous n'avions pas une telle liste à Abidjan. Et la méthode de suivi et de responsabilité de transparence est aussi différente. Maintenant, moi, je suis attaché comme vous à cela, donc je propose qu'on puisse travailler pour vous donner la pleine transparence sur d'abord ce qui a été fait dans le cadre du plan de relance européen pour l'Afrique et de la bonne exécution du dernier plan d'Abidjan, parce que c'est le meilleur moyen d'être crédible pour ce plan-là. Je ne sais pas si Madame la Présidente veut me compléter ou me corriger. No, this is absolutely comprehensive. Indeed, the overall global gateway budget is 300 billion in the next 7 years. And of that, at least 150 billion is dedicated to Africa.
The President has already described the difference between budget negotiations. This is money you don't have as long as the budget is not approved. And now we have an approved budget, so there can be a very clear programming that has taken place and then dedication to the different objectives. And the one here, the 150 billion in total for the African plan. I think what is different, indeed, is that we have a precise monitoring process now in place with a regular reporting and accountability. This puts pressure, a positive, constructive pressure on both sides to deliver. What planning is concerned, what construction of projects is concerned, what payments are concerned, and the check what is still available as finances and what has been allocated already in the proper manner. This has never been the case before. It's all very transparent, and I think this is an encouragement for all of us really to deliver. Thank you, Madam President. I have one last question for Mas Moop here in the room, please. Merci beaucoup, Mas Moop, Sénégal. Ma première question s'adresse au président du Sénégal et de l'Union africaine, M. Macky Sall. C'est une question qui peut paraître un peu décalée, mais je la pose quand même parce que tout Ouest africain et tout Sénégalais est susceptible de vous la poser. Ce sommet est une réussite, c'est vrai, mais néanmoins, il y a eu des absences. Le Mali, le Burkina et la Guinée n'ont pas été invités, et je crois que c'était des tables vides, et ce n'est pas des spectacles agréables à voir. Alors, vous êtes le président de l'Union africaine. Vous avez une proximité avec ces pays que je viens de citer. Qu'est-ce que vous comptez faire très rapidement en utilisant votre leadership incontestable et la diplomatie sénégalaise qui n'a plus à faire ses preuves pour arriver à ce que ces pays-là qui sont exclus réintègrent la famille ouest-africaine? Et ça, c'est votre rôle. Vous devez y travailler et je pense que c'est la seule manière de réintégrer ces pays et de faire en sorte que les sanctions, aussi sévères soient-ils, puissent être aplanies. Ça, c'est ma première question qui est adressée à vous. Ma deuxième question s'adresse à M. Michel. C'est vrai, ce sommet a été très bien préparé et je pense qu'à partir de Bruxelles, nous avons vu l'engagement, l'effervescence et la visite de la présidente de la Commission à Dakar a été un temps fort. Elle n'est pas partie seule, elle est partie avec 5 commissaires. Et il s'est passé des choses là-bas. Et je pense que, je le dis, tout nationalisme mis à part, parce que je suis sénégalais et je suis content que mon pays ait contribué à cette... Essayons de poser la question. Je voudrais parler de la déclaration. Bon. Qu'est-ce que vous comptez faire en termes concrets pour que cette déclaration si ambitieuse, si généreuse, soit rapidement suivie d'effets? Parce qu'on a vu des sommets et après... eh bien, c'était des vœux pieux et des grandes déclarations. Et ça, je m'adresse à M. Michel. Merci. Merci beaucoup, M. Mbou. Vous avez posé des questions avec beaucoup de conviction et beaucoup de force. Alors, en ce qui concerne les chaises vides à ce sommet de Bruxelles, je dois vous rappeler que les chaises étaient déjà vides à Addis Abeba lors du sommet de l'Union africaine, puisque nous avons des règles. Ces règles veulent que la gouvernance dans nos États et l'accès au pouvoir soient obtenus par des élections libres, démocratiques et transparentes. Ça, c'est la charte africaine de la bonne gouvernance. Et c'est également la charte de la CEDEAO qui condamne tout accès au pouvoir par des méthodes anticonstitutionnelles. Et les règles veulent que chaque fois qu'il y ait un coup d'État ou une interruption inconstitutionnelle du pouvoir, le pays soit immédiatement suspendu. Donc ils sont suspendus, que ce soit le Niger, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso. Ils sont suspendus de toutes les instances de l'Union africaine, de toutes les instances de la CEDEAO, jusqu'à ce que l'ordre constitutionnel normal soit restitué. Ce sont les règles. Maintenant, il y a eu des sanctions en dehors, puisque au Mali, ce coup d'État a démarré depuis le mois d'août 2020. De 2020 à janvier 2022, il n'y a pas eu de sanctions, juste au début.
parce que nous avions convenu avec la junte d'un schéma de transition, d'une charte de transition. Et nous avons accompagné le Mali jusqu'à ce que les délais qu'eux-mêmes avaient demandés, c'est-à-dire un délai de 18 mois de transition, qu'ils aient refusé de respecter ces délais. Et nous leur avons demandé un agenda pour aller aux élections. C'est en ce moment qu'ils ont promis 5 années supplémentaires. Évidemment, la CEDEAO a pris ses responsabilités, puisque si nous ne prenons pas nos responsabilités, qu'est-ce qui va se passer? Tous les efforts que nous faisons ici, aux Nations Unies et ailleurs, vont être annihilés, puisqu'on ne parlera plus de développement, on ne parlera plus de jeunesse, mais tous les pays seront déstabilisés par des gens qui ont des armes. Or, ces armes sont destinées à défendre l'intégrité de nos territoires, à lutter contre le terrorisme, à assurer la sécurité et la stabilité de nos États. Mais nous travaillons dans l'ombre au quotidien pour rapprocher les positions. Et dès lundi, nos ministres seront à Bamako pour travailler avec les autorités de la transition sur un schéma de transition raisonnable. Et si ce schéma est fait, nous pourrons lever immédiatement les sanctions qui aujourd'hui font souffrir le peuple malien, qui est un peuple ami et frère. Et c'est de la douleur pour nous également que nos frontières sont fermées. Donc la solution appartient aux autorités de la transition. Nous sommes totalement engagés. Hier encore, je demandais à l'Algérie, nous demandons à la CEDEAO de travailler, de rapprocher les positions. Donc nous le faisons en tant que président de l'Union africaine. Je n'hésiterai pas, s'il faut aller à Bamako, à le faire, pour travailler avec nos amis maliens, parce que cette situation ne peut pas perdurer. Regardez la conséquence déjà sur le départ des troupes européennes et des troupes de Barkhane. Quelles vont être les conséquences sur le terrorisme en Afrique et dans le Sahel? Au-delà des réactions immédiates, quelles vont... D'ailleurs, la mission des Nations Unies pourra-t-elle rester? C'est une grande équation. Qui va la sécuriser? Puisque Moussa Faki l'a dit, c'est une mission de maintien de la paix avec des casques bleus, qui n'ont ni le matériel pour faire la guerre, ni le mandat. Donc s'il n'y a plus ces forces comme Barkhane, qui étaient là avec les moyens logistiques, le renseignement, comment on va assurer la pérennité de la mission même des Nations Unies au Mali? Et s'il n'y a plus de force au Mali, comment la seule armée malienne peut assurer aujourd'hui la défense de son territoire, quelle que soit par ailleurs sa volonté? Donc il faut que nous voyions quand même les conséquences des actes qui sont posés et que nous essayons d'aider nos frères maliens, nos frères de Guinée, parce qu'après nous allons traiter aussi la Guinée et le Burkina. Mais aujourd'hui, le Mali étant le point de départ, il nous faut trouver un schéma pour appliquer les mêmes schémas avec nos amis guinéens et burkinabés. Vraiment, ce n'est pas étonnant donc que ces pays ne soient pas présents à Bruxelles. Mais nous espérons qu'ils vont revenir très bientôt dans le Conseil des Nations. Pourrais-je ajouter un mot dans ce sens? Oui. Je vais rappeler juste que toutes les décisions du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine sont assorties d'un mandat au président de la Commission d'être toujours en contact avec les pays sous sanction. C'est à ce titre que le 24 janvier passé, je suis parti à Accra, rencontrer le président en exercice, et je suis parti à Bamako, où j'ai rencontré le Premier ministre, le chef de la junte, et je suis parti à Dakar pour rendre compte au futur président, qui est le président Macky Sall, des démarches que nous avons entreprises. Déjà sur place, les représentants de l'Union africaine, celui des Nations Unies, celui de la CEDEAO, sont en contact avec les autorités de la transition sur la faisabilité d'un calendrier raisonnable. Avant ça, le 5 décembre, j'étais à Dakar et de Dakar, je suis parti à Conakry. Rencontrer également les autorités de la transition pour discuter avec elles les conditions dans lesquelles elles comptent définir un calendrier pour un retour à la légalité. C'est vous dire que la suspension n'entraîne pas automatiquement la rupture avec les autorités, si illégitimes soient-elles, pour pouvoir continuer à travailler, parce que ce qui nous intéresse, ce sont les pays qui, plus est, le Burkina et le Mali, sont déjà dans une situation extrêmement difficile. Elles font face à cette crise sécuritaire aiguë. Et donc, pour vous assurer que le président de la Commission, le président en exercice de l'Union africaine, travaille jours et nuits pour pouvoir pousser cet agenda pour revenir à la situation de l'égalité constitutionnelle. Merci.
Quelques mots rapidement. Cela a été indiqué, ce sommet vise réellement à changer le logiciel de la relation entre l'Afrique et l'Europe. Et je voudrais, pour illustrer cela, montrer que ce logiciel, en réalité, on a commencé à le changer les derniers mois, avant même la tenue de ce sommet ici à Bruxelles. Deux exemples qui ont été largement expliqués ce matin. Les capacités de production vaccinale. Moi, je me souviens, il y a quelques mois, les leaders européens, les leaders africains, ensemble, nous avons fait le constat, lorsque cette crise Covid nous a frappés, de s'il y avait un point de fragilité et d'injustice structurelle qui concernait directement le continent africain, c'était l'incapacité de produire de manière significative des vaccins et même des médicaments dans le secteur de la santé. Il y avait là une faiblesse. Et ce sont les dialogues politiques, l'écoute mutuelle, le respect, la confiance qui a permis de changer déjà le logiciel à ce moment-là en activant la mobilisation du leadership politique, de l'initiative privée, et quelques mois plus tard, on se retrouve ici pour lancer formellement avec 7 pays africains, qui sont les premiers dans ce processus, des mécanismes qui permettent de faire du transfert de technologie. Autre exemple, la présidente de la Commission l'a indiqué avec nos collègues, il y a un rendez-vous qui est pris, on s'est parlé sérieusement sur ce sujet difficile de la propriété intellectuelle, pour lequel il peut d'ailleurs y avoir entre Européens aussi des réflexions, parfois même des nuances entre nous. On a pu faire progresser la compréhension mutuelle. Il y a une clause de rendez-vous au printemps, dans quelques mois, pour faire en sorte que l'Afrique et l'Europe, ensemble, puissent peser dans le Conseil des Nations, dans le cadre de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation mondiale du commerce. Je pourrais donner un autre exemple qui a été évoqué en matière de sécurité. Ce qui s'est passé ces derniers temps en lien avec le Mozambique. Le point de départ, c'est le dialogue politique, c'est l'écoute mutuelle, c'est l'analyse en commun d'une situation et la compréhension que la meilleure manière d'être efficace et utile au départ d'une relation bilatérale Rwanda-Mozambique, plus l'intervention de la SADC qui mobilise aussi des troupes, c'est de voir comment nous, en Européens, nous pouvons revoir nos mécaniques, accélérer nos processus et mettre en place un certain nombre de moyens qui rencontrent autant qu'il est possible ce qui est utile sur le terrain pour amener de la stabilité, pour amener de la sécurité. Et ces discussions, aujourd'hui et hier, nous ont permis de nous écouter mutuellement, de mieux comprendre comment nous, aussi, du côté européen, on doit revoir un certain nombre de mécanismes afin d'accélérer et d'être plus en adéquation avec les attentes. Et puis le dernier point, je n'y reviens pas très longuement, c'est le mécanisme de suivi. C'est un mécanisme très différent de ce qui a été fait dans le passé, puisqu'il y a cette conviction à 3 étages, bien sûr les 2 commissions, bien sûr le leadership politique, les chefs d'État et les chefs de gouvernement qui vont être très impliqués, et puis le recours au regard critique, au sens positif du terme, de la société civile, de cette fondation Afrique-Europe qui, sans complaisance, à rythme régulier, tous les 6 mois, on l'a dit, aura l'occasion de regarder la déclaration politique, de regarder les projets et de voir quels sont les points qui tardent trop et pour lesquels il faut accélérer, quels sont les points qui avancent bien. Et c'est avec lucidité, les yeux dans les yeux, qu'on fera ces analyses pour vraiment faire en sorte que ce logiciel nouveau, il débouche sur une manière différente d'engager des résultats tangibles. Thank you, dear presidents. This concludes our summit. Thank you again for joining us and see you soon. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, monsieur. Bravo, félicitations. Alors, mon cher Moussa, on a du travail. Hein.